Lorsque le printemps arabe a commencé en 2011, plusieurs pays du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient ont été ébranlés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le Yémen, un petit pays situé au bout de la péninsule arabique dont on parle peu, il faut le dire, était l'un de ceux-là. Et ce n'est pas terminé puisque malgré un long processus qualifié de transition démocratique, les rebelles chiites Houthis sont parvenus mi-septembre à prendre possession à une vitesse fulgurante de la capitale Sanaa et à prendre contrôle de nombreux organes de l'État central yéménite. Donc, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, de démêler les fils un peu dans cette région, j'ai avec moi aujourd'hui en studio Marie-Joëlle Zahar, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Donc, le printemps arabe était au départ porteur de démocratisation, enfin de démocratie, de libéralisation, d'espoir. Puis les succès ont été assez mitigés, à peu près qu'en Tunisie, où cet espoir-là est encore vivant en ce moment. Qu'en est-il du Yémen? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir là, de libéralisation, de démocratisation, ou est-ce que c'est plus une descente en enfer dans le chaos? Je pense que pour comprendre le Yémen, il faut remettre le pays dans un contexte politique qui est très particulier. Parce que, d'une part, lorsque le printemps yéménite, entre guillemets, a eu lieu, il s'est passé, contrairement aux autres pays de la région, sur fond de rébellion armée. Les Houthis, d'une part, mais aussi le mouvement de rébellion au sud, séparatiste, étaient tous les deux actifs bien avant 2011. C'est bien antérieur. En effet. Et donc, il y a eu un rare moment d'unité, en fait, entre les différents groupes qui ont espéré, entre autres, qu'un changement de régime permettrait de régler certains des problèmes récurrents du pays. Et effectivement, il y a eu pas mal d'avancées. Le seul pays dans lequel il y a eu un véritable dialogue national de grande envergure, alors même que c'est le pays où on pensait que ça serait impossible, puisque c'est un pays où le taux d'alphabétisation est très bas, un pays où il y a énormément de chômage, et donc en fait, où on ne s'attendait pas à ce que les citoyens soient capables de faire un tel exercice. Un pays dans lequel il y a quand même une commission de réforme de la Constitution qui est prête d'achever ses travaux, alors même que, de part et d'autre, les rébellions, ou bien la cause profonde des rébellions n'a pas été réglée. Ce que je trouve personnellement intéressant, c'est que les Houthis, qui avaient les moyens de faire un coup d'État, ne l'ont pas fait et ont accepté un accord de partage du pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris possession des organes de l'État, mais on ne peut pas appeler ça un coup d'État. Ils n'ont pas pris possession de tous les organes de l'État et ils ont en fait accepté le retour des autorités élues, donc notamment du président. Ils ont exigé et ont obtenu un changement de gouvernement. Ils ont refusé de signer un annexe sécuritaire à l'accord de partage de pouvoir qui suggère qu'ils se réservent le droit de reprendre les armes si, en fait, leurs revendications ne sont pas vraiment entendues. Mais le fait qu'ils n'aient pas tout de suite passé aux armes et donc utilisé une solution militaire, qu'ils aient accepté d'essayer encore une fois les voies politiques, à mon avis, est encore porteur d'espoir. Oui. Lorsqu'on entend parler du Yémen ici et là, on sait qu'il y a Al-Qaïda dans la péninsule arabique, donc un groupe évidemment radical, des islamistes sunnites d'Al-Isla, les Houthis, des rebelles chiites, les mouvements séparatistes au sud. Donc une pléthore de groupes qui vraiment tirent, si on veut, sur l'État central. Est-ce que ce n'est pas une recette pour une crise perpétuelle, d'une certaine façon? C'est à la fois peut-être une recette pour une crise perpétuelle, mais également la recette pour un compromis nécessaire, puisque pour l'instant, aucun de ces groupes-là n'a les moyens vraiment d'en imposer aux autres. Alors, je pense qu'il est quand même important, puisqu'on parle beaucoup des Houthis et que ce sont eux qui actuellement émerge comme le groupe le plus important, de souligner que le problème Houthi, il remonte en fait à la réunification des deux Yémen. Qui date de quelle époque? Qui date de la fin de la guerre froide, 92, mais qui a été très vite, en 94, suivie d'une première guerre civile, parce qu'en fait, la réunification avait résulté en une sorte d'hégémonie de la part du Nord sur le Sud. Et donc, il y a un problème de marginalisation du Sud qui, en fait, est à la base, si vous voulez, de cette rébellion Houthi. Et il faut savoir que les Houthis sont en fait des chiites zaïdistes qui, en fait, avaient régné
sur le nord Yémen pendant près de 1000 ans, jusqu'en 1962, jusqu'à la révolution qui a installé en ce temps-là un régime socialiste. Et donc, en fait, si vous voulez, nous parlons là de quelque chose qui a une profondeur historique très importante, mais qui joue également, et ça je pense que c'est important de le souligner, dans les plates-bandes des tensions régionales, notamment les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Oui, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a récemment mis en garde, et je cite là, contre une situation qui s'accélère et est extrêmement dangereuse, et une situation qui menace la stabilité et la sécurité au niveau régional, mais aussi international. Pourquoi ce conflit-là? Est-ce que l'Arabie saoudite a raison en disant ça? Est-ce qu'il y a véritablement un risque là, de déstabilisation régionale ou internationale avec ce conflit-là qu'on ne suit à peu près pas, qu'on connaît très peu? On le connaît très peu, effectivement. Il faut peut-être dire que les Saoudiens ont été partie prenante à ce conflit en 2010. Si je ne me trompe pas, ils avaient en fait utilisé leur force militaire pour venir en appui, en ce temps-là, au président Ali Abdallah Saleh, qui a été déchu en 2011, contre les Houthis. Donc, les Houthis sont situés à la frontière de l'Arabie saoudite. Et ce qui inquiète particulièrement les Saoudiens, ce sont deux dimensions. D'une part, ils ont peur que les Houthis soient en fait manipulés par l'Iran et donc qu'il s'agisse encore une fois de ce sempiternel conflit entre islam sunnite et islam chiite qui se joue à leurs frontières. Mais d'autre part, ils ont également peur parce que les Houthis ont en fait des affiliations tribales très fortes avec la minorité chiite en Arabie saoudite qui, elle aussi... Juste de l'autre côté de la frontière. Et de l'autre côté de la frontière, qui a, elle aussi, en fait... eu certains remous pendant le printemps arabe et qu'on essaye de contrôler, mais bien sûr qui n'a pas vraiment droit de cité en Arabie saoudite. Donc une minorité qui est souvent un peu décrite comme l'ennemi de l'intérieur, que les Saoudiens essayent de contrôler, mais qui n'a pas une pleine citoyenneté dans le royaume. Oui. Vous y avez fait référence tout à l'heure. Il y a un accord signé en ce moment avec les Houthis. On négocie pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Je crois que les séparatistes du Sud en font partie également. Mais tout ça avec un gouvernement, puis tout ce que vous dites depuis le début le montre très clairement, avec un gouvernement central très faible. Donc, quelles sont les réelles chances de succès, de formation d'un gouvernement à tout le moins stable au Yémen? Il est certain que la stabilité au Yémen dépend, entre autres, de facteurs qui sont beaucoup plus larges. D'une part, je pense qu'il faut le dire aussi, les difficultés viennent qu'aujourd'hui, le parti Islah, qui était le parti d'opposition islamiste sunnite, en fait, au régime d'Ali Abdallah Saleh, prend de plus en plus de place dans l'espace politique. Et donc, aujourd'hui, la lutte entre le régime et les Houthis, c'est aussi une lutte pour le contrôle de l'État central. Les Houthis ont d'ailleurs exigé, et en cela ils ont été appuyés par les sudistes, d'avoir un gouvernement plus représentatif, mais également ils ont exigé d'avoir des conseillers à la présidence nommés qui représentent les différentes minorités du pays. Alors eux-mêmes constituent un tiers de la population yéménite et ils estiment que pour l'instant le pouvoir central ne les représente pas. Alors il faut aussi dire qu'au pouvoir central, il y a un élément qui complique encore plus les choses, c'est le fait que le parti de l'ancien président déchu continue à être très présent en politique. Oui. Tout à fait. Et il continue à être très présent en politique. L'accord qui a permis le départ de Saleh lui a donné à lui-même la pleine immunité, mais il a permis au parti de continuer à jouer un rôle. Et les analystes qui suivent le Yémen de près estiment que le parti est en train de jouer un rôle assez déstabilisateur et de jouer justement sur ces questions sunnites pour se repositionner comme l'élément éventuellement modérateur qui pourrait concilier, si vous voulez, les inquiétudes de plusieurs Yéménites et donc ramener au pouvoir de manière, entre guillemets, plus ou moins démocratique, un parti qui a été essentiellement discrédité il y a de cela 2 ans. Bien. Donc, finalement, on pourrait retourner à un statu quo ante, un scénario qu'on a connu dans d'autres pays dans la foulée du printemps arabe. Marie-Joëlle, on va évidemment continuer à suivre cette situation-là assez instable et qui change rapidement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio.